Le silence régnait habituellement dans le penthouse d'Alexander Sterling, mais la sonnerie d'un téléphone venait de briser le calme. Il s'attendait à ce que sa femme de chambre insubordonnée soit au bout du fil, le suppliant de la reprendre. Au lieu de cela, une fragile voix d'enfant murmura « Maman dort ». Sa voix était rauque, suivie par l'écho d'une toux grasse. « Elle ne se réveille pas, monsieur. Elle a trop froid. » Alexander, le chef de la pègre le plus impitoyable de Chicago, faillit raccrocher jusqu'à ce que la petite fille renifle. Elle m'a dit de tenir la pièce de loup en argent que vous lui avez donnée. Êtes-vous le loup? Son sang se glaça instantanément. Si vous aimez les histoires palpitantes, pleines de secrets cachés, merci d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner. Alexander Sterling ne tolérait pas les imperfections. C'était un homme qui exigeait un contrôle absolu. C'était un trait de caractère forgé dans le creuset sanglant et impitoyable de la pègre de Chicago. Pour le public, il était l'intouchable PDG de Sterling Logistics. C'était un empire de plusieurs milliards de dollars avec d'imposants bureaux de verre surplombant la rivière Chicago. Pour le monde caché qui opérait dans l'ombre de la ville, des quais du South Side au salon VIP de Rush Street, il était le capot. Il était le juge, le juré et le bourreau d'un vaste syndicat. Un syndicat qui avait étouffé les factions russes rivales 5 ans auparavant. Alexander était un homme sculpté dans un marbre froid. Il portait des costumes Tom Ford sur mesure qui cachaient la toile cicatrisée de son torse. Une montre Patek Philippe Grand Complication tic-taquait à son poignet. C'était un rappel constant que le temps, c'était de l'argent. Et lui faire perdre son temps était un délit fatal. Il vivait dans un immense domaine lourdement fortifié à Lake Forest. C'était un manoir massif en calcaire, protégé par des hectares de chênes centenaires. Des hommes armés de pistolets mitrailleurs Eckler & Koch, silencieux, y montaient la garde. Dans cette forteresse de solitude et de paranoïa, son personnel se déplaçait comme des fantômes. Ils étaient très bien payés, minutieusement contrôlés et formés à regarder le sol quand Alexander passait. Ils devaient être invisibles. Et puis, il y avait Clara. Clara Jenkins avait été embauchée il y a 8 mois. Elle venait d'une agence domestique d'élite qui s'adressait aux milliardaires. La vérification de ses antécédents était impeccable, bien que totalement banale. C'était une femme venue de nulle part, sans famille répertoriée, sans dette et sans empreinte sociale. C'était un fantôme avant même de mettre les pieds dans le domaine Sterling. Alexander l'avait à peine remarqué lors de sa première semaine. Une petite femme frêle aux cheveux châtains ternes, toujours tirée en un chignon serré et sévère. Elle portait un uniforme qui semblait avoir 2 tailles de trop pour sa silhouette fragile. Elle gardait la tête baissée, les yeux fixés sur le marbre italien importé. Pendant des mois, elle fut la parfaite servante invisible. Mais récemment, Clara était devenue un problème. Il y a 3 semaines, Alexander était entré dans son bureau privé. C'était une pièce strictement interdite à tous, sauf à son nettoyeur le plus fiable. Il y avait trouvé Clara, debout, complètement immobile. Elle fixait la photo encadrée sur son bureau en acajou. C'était le seul objet personnel de toute la pièce. Un Polaroid flou et spontané d'Alexander et d'une femme aux cheveux sombres, radiants et indomptés. Il riait sur un balcon de l'hôtel de Paris à Monaco. Le visage de la femme était à moitié détourné de l'appareil. C'était la seule preuve physique qu'Alexander Sterling possédait un cœur et qu'il avait été brisé exactement 5 ans plus tôt. Quand Alexander s'était raclé la gorge ce jour-là, Clara avait sursauté violemment. Son visage avait perdu toute couleur avant qu'elle ne murmure des excuses affolées et ne s'enfuit de la pièce. Alexander avait mis cela sur le compte de la curiosité oisive d'une servante. Mais ensuite, les erreurs étaient survenues. La semaine dernière, elle avait fait tomber un plateau de carafe en cristal dans le couloir. C'était arrivé simplement parce qu'un des capots d'Alexander avait haussé la voix. Elle tremblait constamment. Hier, son chef de la sécurité, un colosse nommé Victor, avait rapporté que Clara s'était évanouie dans la buanderie. Elle avait refusé toute assistance médicale. Elle avait pratiquement supplié Mme Gable, la gouvernante en chef, de ne pas appeler de médecin. Alexander méprisait la faiblesse. Dans son monde, la faiblesse attirait les prédateurs. Une femme de chambre distraite et tremblante était un risque. Plus inquiétant encore, sa paranoïa, l'instinct même qui l'avait maintenu en vie lors de 2 tentatives d'assassinat, lui murmurait que son comportement erratique était une couverture. La Bratva Volkov avait fait des manœuvres discrètes près des chantiers navals.
Et si Clara était une taupe? Et si son évanouissement était une excuse pour poser des micros pendant qu'elle était allongée sur le sol, assis dans son bureau caverneux, au sommet de l'immeuble Sterling, avec la ligne d'horizon de Chicago scintillant comme un lit de diamants écrasé en contrebas, Alexander prit sa décision. Il n'avait pas la patience de résoudre des mystères dans sa propre maison. Il appuya sur le bouton de l'interphone de son bureau. « Victor? »« Oui, patron, » répondit instantanément la voix graveleuse. « La nouvelle femme de chambre, Clara, elle ne s'est pas présentée pour son service aujourd'hui, n'est-ce que pas? »« Non, monsieur. Elle a appelé Madame Gable à 6 heures ce matin. Elle a dit qu'elle était terriblement malade. Elle avait l'air mal en point, selon Gable. Elle toussait, pouvait à peine parler. » La mâchoire d'Alexander se contracta. « Donnez-moi son numéro de téléphone et son adresse enregistrée. Je mets fin à son contrat immédiatement. » « Et Victor? »« Oui, patron. »« Envoyez 2 hommes à son adresse après que je l'aurai appelé. Je veux que son appartement soit fouillé. Si elle porte un micro ou si elle a une quelconque communication avec Alexei Volkov, je veux le savoir avant le coucher du soleil. Si elle est clean, versez-lui une indemnité de 10 000 $. Dites-lui que si jamais elle s'approche à moins de 8 kilomètres de Lake Forest, je l'enterrerai dessous. Compris. 5 minutes plus tard, Victor posa une feuille de papier sur le bureau immaculé d'Alexander. Il y avait un numéro de téléphone et une adresse. 1142 West 18th Street, appartement 4B, et Pilsen. Un quartier délabré et en voie de gentrification dans le Lower West Side. Pas le genre d'endroit où une femme de chambre bien payée du domaine Sterling devrait vivre, sauf si elle envoyait son argent ailleurs. Alexander prit son téléphone portable sécurisé et intraçable. Il composa le numéro, ses yeux gris ardoise froids et sans ciller. Il s'attendait à ce qu'elle pleure, qu'elle le supplie de la reprendre, qu'elle plaide la pauvreté. Il ne ressentait rien. Le capot de Chicago n'avait pas de place pour la pitié. Le téléphone sonna. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4. Finalement, la ligne s'ouvrit. Alexander ouvrit la bouche, les mots tranchants et impitoyables du licenciement sur le bout de la langue. « Clara, vous êtes... » « Allô? » La voix qui l'interrompit était minuscule, haletante et empreinte d'une innocence profonde. Elle semblait totalement étrangère au téléphone crypté pressé contre l'oreille d'Alexander. C'était un enfant, une petite fille. Alexander fronça les sourcils, son front se plissant profondément. Il écarta le téléphone, vérifia le numéro que Victor lui avait donné et le remit à son oreille. « Qui est-ce? » demanda-t-il, son baryton profond naturellement autoritaire et dur. « Je m'appelle Mia », murmura la petite fille. En arrière-plan, Alexander entendit un son terrible. Une toux grasse, rauque et angoissante qui semblait déchirer la poitrine de quelqu'un. « Êtes-vous le docteur? Maman m'a dit d'appuyer sur le bouton vert si le téléphone sonnait, mais elle a dit que ce serait le docteur. » Alexander sentit une étrange pointe d'irritation, mais une patience inhabituelle l'empêcha de raccrocher. « Où est ta mère, Mia? Passe-moi Clara au téléphone. »« Je ne peux pas, » dit la fillette, sa voix tremblant maintenant, un sanglot naissant dans sa gorge. « Maman dort. Elle ne se réveille pas, monsieur. Elle a trop froid. J'ai essayé de mettre ma couverture sur elle, mais elle frissonne. Et elle tousse rouge. » Elle tousse rouge. Les yeux d'Alexander se plissèrent. Du sang. La femme crachait du sang. Le chef mafieux en lui calcula immédiatement la situation. Clara était gravement malade, peut-être mourante. Cela expliquait l'évanouissement. Cela expliquait les tremblements. Elle n'était pas une espionne russe. C'était une femme désespérée et mourante qui essayait de s'accrocher à un salaire. « Mia », dit Alexander, adoucissant sa voix d'une fraction. Il réalisait qu'il parlait à une enfant terrifiée, seule avec une mère mourante. « Écoute-moi, je ne suis pas le docteur, mais je suis le patron de ta mère. A-t-elle un voisin chez qui tu peux aller? »« Non, » renifla Mia. « Maman dit qu'on ne peut faire confiance à personne. Elle dit que des méchants nous cherchent toujours. On doit être silencieuse comme des souris. Si je sors ma horse, des méchants pourraient me trouver. » Alexander ferma les yeux, pinçant l'arête de son nez. La paranoïa, le secret, c'était le comportement classique d'une femme fuyant un partenaire violent. C'est pour ça qu'elle était un fantôme. C'est pour ça qu'elle avait pris un poste de femme de chambre à demeure dans une forteresse. Elle se cachait. « Je vais envoyer quelqu'un pour aider ta mère. »
dit Alexander, ressentant une obligation inattendue et lourde. Il ne se souciait pas de Clara, mais laisser un enfant regarder sa mère se noyer dans son propre sang était cruel, même pour lui. Mais j'ai besoin que tu ailles verrouiller ta porte d'entrée. Peux-tu faire ça? Maman l'a fermée avec la grosse chaîne, murmura Mia. Je suis trop petite pour l'atteindre. D'accord, ce n'est pas grave, Mia. L'aide arrive quand même. Alexander tendit la main vers l'interphone pour ordonner à Victor d'appeler une ambulance à l'adresse de Pilsen. Il avait bien l'intention de raccrocher et de se laver les mains de toute cette misérable affaire. Monsieur, la voix de Mia retentit dans le haut-parleur, frêle et désespérée. Qu'y a-t-il, Mia? Êtes-vous le loup? Le doigt d'Alexander se figea au-dessus du bouton de l'interphone. L'air de son immense bureau climatisé sembla soudainement dépourvu d'oxygène. Son cœur, habituellement un métronome stable et insensible, manqua un battement violent et douloureux. « Qu'as-tu dit? » demanda-t-il, sa voix tombant à un murmure dangereux et haletant. « Maman m'a dit, elle m'a dit que si jamais j'avais très, très peur et qu'elle ne pouvait pas se réveiller, je devais tenir la pièce, » expliqua Mia, le bruit du métal cliquetant faiblement à travers la ligne. « C'est une lourde pièce en argent. Il y a un loup effrayant dessus. Elle a dit que l'homme qui la lui avait donné était un loup, un grand loup effrayant qui protège sa meute. Elle a dit que si je la tenais, le loup saurait que nous avons besoin de lui. » La pièce se mit à tourner. Alexander Sterling, un homme qui avait regardé le canon des armes sans broncher, sentit ses mains se mettre à trembler. Il y a 5 ans, à Monaco, il s'y était rendu sous un pseudonyme pour négocier un contrat d'armement avec la confrérie Corse. Un soir, au casino de l'Hôtel de Paris, il avait rencontré une femme. Elle s'était présentée comme Sarah. Elle avait des cheveux sombres, radiants et indomptés, un rire qui lui faisait oublier le sang sur ses mains, et des yeux qui voyaient à travers le monstre jusqu'à l'homme en dessous. Pendant 2 semaines, ils avaient vécu toute une vie. C'était la seule fois où Alexander avait baissé sa garde. Il était tombé complètement et éperdument amoureux. Mais le matin où ils devaient partir, il s'était réveillé dans leur suite de luxe pour la trouver partie. Pas de mots, pas de traces, juste un fantôme qui lui avait volé son cœur et s'était évanoui dans l'air méditerranéen. Avant qu'ils ne se séparent la nuit précédente, il lui avait donné quelque chose. Un héritage familial, un lourd médaillon d'argent antique estampillé d'un loup hargneux. C'était le blason original de la famille Moretti, ses ancêtres, avant qu'ils n'anglicisent leur nom en Sterling pour bâtir leur empire corporatif. C'était une pièce unique, un phare, une promesse de protection. Il lui avait dit, « Si jamais tu as besoin de moi, où que tu sois, cette pièce signifie que tu es sous ma protection. » Mia, s'étrangla Alexander, la gorge serrée, son esprit vacillant alors que les pièces du puzzle s'assemblaient violemment. Les cheveux châtains ternes de la femme de chambre teints, les vêtements trop grands cachant sa silhouette, sa réaction terrifiée à la photographie dans son bureau. Clara était Sarah. « Quel âge as-tu, Mia? » demanda Alexander, les syllabes ayant un goût de cendre. « Je viens d'avoir mon anniversaire, » dit fièrement la petite fille malgré ses larmes. « J'ai 5 ans. » 5 ans? Le calcul le frappa avec la force d'un train de marchandises. Il y a 5 ans, Monaco. Il parlait à sa fille. « Mia !» La voix d'Alexander se brisa. C'était un son que Victor ou aucun de ses capots n'aurait jamais cru pouvoir provenir du patron impitoyable. « Mia, écoute-moi très attentivement. Garde la porte verrouillée. J'arrive. Le loup arrive. »« Vraiment? »« Oui, je vais sauver ta mère. Reste avec elle. Ne lâche pas la pièce. » Alexander jeta le téléphone, frappant du poing le bouton de l'interphone. « Victor, maintenant. Dans mon bureau. » 10 secondes plus tard, les lourdes portes en chaîne s'ouvrirent brusquement. Victor, un homme d'1,93 m avec un visage sillonné de cicatrices de couteau, entra. Sa main reposait instinctivement sur la crosse de son arme dissimulée. « Patron? » Alexander était déjà en mouvement, attrapant sa veste de costume sur mesure du dossier de sa chaise et ouvrant le panneau caché dans son mur. Il saisit un Sig Sauer P226 personnalisé et le glissa dans son holster d'épaule. « Fais amener la Maybach, on va à Pilsen », aboya Alexander, ses yeux brûlants d'un feu terrifiant et impie. « Appelle le Dr. Harris au Rush University Medical Center. Dis-lui de préparer une salle de traumatologie privée. Fais évacuer tout un étage. » Victor cligna des yeux, confus.
Patron, c'est l'adresse de la femme de chambre. Je peux juste envoyer les gars aussi. Alexander traversa la pièce en trois enjambées, attrapant son chef de la sécurité par les revers de son costume. Tu n'envoies pas les gars, nous y allons. Et si nous n'y sommes pas dans 10 minutes, je te jetterai personnellement du toit de cet immeuble. Bouge, la Mercedes Maybach S. Six Cent blindé déchira les rues de Chicago comme un léviathan sombre et inarrêtable. Le moteur V12 rugit alors que Victor poussait le véhicule massif à ses limites absolues, se faufilant violemment dans le trafic de midi sur Lakeshore Drive. La sirène cachée derrière la calandre retentit, séparant la mer de voitures civiles. À l'arrière, Alexander Sterling était un ressort tendu de pure agonie cinétique. Il regardait fixement par la fenêtre teintée, le flou de la ville ne parvenant pas à s'imposer à son esprit. 5 ans. Elle avait fui pendant 5 ans. De quoi? De lui? Avait-elle découvert qui il était vraiment? Que le charmant et riche homme d'affaires américain qu'elle avait rencontré à Monaco était en fait le chef impitoyable de la mafia de Chicago? La prise de conscience que Clara, la femme de chambre tremblante et invisible qui nettoyait ses sols, était la femme radieuse qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, mettait sa santé mentale à rude épreuve. Elle avait été sous son toit pendant 8 mois. Elle avait vécu dans les quartiers des domestiques. Elle avait mangé des restes dans sa cuisine et elle avait élevé leur enfant, sa fille, dans un monde de pauvreté abjecte, se cachant dans un appartement délabré de Pilsen. « Patron! » La voix de Victor traversa la cloison. « Le docteur Harris est en attente, mais je dois demander dans quoi on s'engage. C'est un règlement de compte, les Volkov? » « Non, » dit Alexander, sa voix mortellement calme. « Ce n'est pas la Bratva. C'est une urgence médicale. Et Victor, la femme et l'enfant dans cet appartement, ils sont intouchables. Si quelqu'un les regarde de travers, je lui arracherai les yeux. » Victor croisa le regard d'Alexander dans le rétroviseur et déglutit difficilement. « Compris, patron. » Ils entrèrent dans le Lower West Side, les gratte-ciels scintillants laissant place à des entrepôts en briques, des taquerias et des immeubles d'appartements délabrés. La Maybach s'arrêta brusquement devant le 1142, West 18th Street. C'était un immeuble de briques sombres de 4 étages, couvert de graffitis délavés. La vitre de la porte d'entrée du bâtiment manquait, remplacée par du contreplaqué bon marché. Alexander n'attendit pas que Victor lui ouvre la porte. Il l'ouvrit d'un coup de pied, sortant dans le vent froid de Chicago. 3 VUS noirs transportant l'équipe de protection personnelle d'Alexander s'arrêtèrent juste derrière eux, déversant une douzaine d'hommes lourdement armés en costume sombre. « Bouclez la rue », ordonna Alexander, sans même regarder en arrière. Personne n'entre ni ne sort. Il sortit son Sig Sauer, le gardant pointé vers le sol et entra en trombe dans le bâtiment. Le couloir sentait le chou rassis, la bière bon marché et la pourriture humide. Les escaliers craquaient dangereusement sous ses lourdes bottes. 4e étage, appartement 4B. Il atteignit le palier, le souffle court. Il se tenait devant la porte en bois battu de l'appartement 4B. La peinture s'écaillait et le judas était recouvert d'un morceau de ruban adhésif de l'intérieur. Alexander leva le poing et frappa le bois. « Mia, c'est moi! Éloigne-toi de la porte! » Il n'attendit pas de réponse. Il recula de 2 pas, leva la jambe et enfonça son talon carrément dans le peigne dormant. Le bois bon marché se fendit instantanément, la lourde chaîne de sécurité à l'intérieur se brisant comme une brindille. La porte s'ouvrit violemment, heurtant le mur. Alexander entra en trombe, son arme levée, balayant la pièce à la recherche de menaces. L'appartement était minuscule, à peine plus grand que son dressing dans le domaine de Lake Forest. Le chauffage était coupé et l'air était glacial. Il n'y avait presque pas de meubles, juste un canapé d'occasion, une petite télévision à l'écran fissuré et une plaque chauffante dans une minuscule kitchenette. Et puis, il les vit. Dans le coin de la pièce, sur un matelas posé directement sur le parquet nu, gisait Clara. Elle ne portait pas son uniforme de femme de chambre trop grand. Elle était en T-shirt et pantalon de survêtement délavé, son visage cendré, ses lèvres d'un bleu terrifiant. Ses cheveux châtains ternes avaient perdu leur teinture par endroits, révélant les racines sombres et riches qu'Alexander se rappelait si vivement. Il y avait une serviette ensanglantée serrée dans sa main pâle. Agenouillée à côté d'elle, serrant un ours en peluche en lambeaux dans une main et un lourd médaillon d'argent dans l'autre, se trouvait une petite fille. Elle avait les yeux perçants, gris ardoise, d'Alexander.
Elle avait les cheveux sombres de sa mère qui tombaient en boucles désordonnées autour de son visage. Elle était si petite, si fragile, portant une veste à l'intérieur pour lutter contre le froid mordant de l'appartement. La petite fille leva les yeux, ses grands yeux se posant sur Alexander. Elle ne regarda pas l'arme dans sa main, ni la silhouette massive et balafrée de Victor entrant dans la pièce derrière lui. Elle regarda directement dans les yeux d'Alexander, levant la pièce de loup en argent. « Vous êtes venu », murmura Mia, une larme coulant sur sa joue sale. « Le loup est venu. » Alexander laissa tomber son arme. Elle cliqueta contre le sol en linoléum bon marché. Il tomba à genoux à côté du matelas, son costume Tom Ford sur mesure s'imprégnant instantanément de l'humidité froide du sol. Il ignora la petite fille une fraction de seconde, tendant la main pour presser deux doigts tremblants contre le cou de Clara. Sa peau brûlait de fièvre, mais sous la surface glaciale, il y avait un pouls. Faible, filant, s'estompant rapidement, mais il était là. « Sarah », souffla Alexander Holmes, le nom qu'il avait crié dans la nuit vide de Monaco 5 ans plus tôt s'échappant enfin de ses lèvres. Il lui prit la joue, son pouce effleurant une tache de sang près de sa bouche. Elle ne bougea pas. « Maman a bu le mauvais médicament, » dit Mia, sa voix tremblante. « Elle a dit que ça arrêterait la toux, mais elle en a pris trop et maintenant elle ne se réveille plus. » Les yeux d'Alexander se posèrent sur le sol près du matelas. Un flacon de pilule orange vide et sans étiquette gisait contre la plainte. De l'Oxycontin. Elle n'avait pas essayé de se tuer. Elle essayait de supprimer une maladie grave pour continuer à travailler, à se cacher, à gagner assez pour nourrir leur fille, et elle avait fait une overdose accidentelle. Une vague de rage meurtrière submergea Alexander. Une rage contre lui-même. Une rage contre le monde qui avait forcé sa reine à vivre comme un rat dans une cage glaciale. « Victor !» rugit Alexander, le son faisant trembler les minces murs de l'appartement. « Les ambulanciers sont à 2 minutes, patron !» cria Victor depuis l'embrasure de la porte. Ses propres yeux étaient écarquillés de choc à la vue de son capot impitoyable, agenouillé sur un sol sale. « Dis-leur de rouler plus vite ou je mettrai une balle dans la tête du chauffeur moi-même !» ordonna Alexander. Il reporta son attention sur la petite fille. Il tendit la main, ses mains massives et balafrées se déplaçant avec une incroyable douceur, et attira Mia contre sa poitrine. Elle enfouit son visage dans sa veste coûteuse, ses petites mains agrippant ses revers. Elle sentait le savon bon marché et les vieux vêtements, mais pour Alexander, c'était l'odeur du salut. « Je te tiens », murmura férocement Alexander dans les cheveux de sa fille, enfouissant son visage dans ses boucles. « Je te tiens, toi et ta mère. Plus personne ne vous fera de mal. Le loup est là. » Alors que le hurlement lointain des sirènes commençait à percer l'après-midi maussade de Chicago, résonnant dans West 18th Street, Clara laissa échapper un souffle faible et rauque. Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant une fraction de seconde. À travers le brouillard de l'overdose, ses yeux vitreux trouvèrent Alexander tenant son enfant. Elle essaya de parler, sa voix un murmure à peine audible qui portait le poids de 5 ans de terreur. « Alexander, ils nous ont trouvés. » Avant qu'Alexander ne puisse demander qui, les yeux de Clara se révulsèrent et son corps devint complètement flasque contre le matelas. Le pouls sous ses doigts palpita violemment, puis, de manière terrifiante, il commença à ralentir. « Sarah, reste avec moi !» rugit Alexander, pressant ses mains contre sa poitrine, alors que les lourdes bottes des ambulanciers tonnaient enfin dans les escaliers en bois. Le roi de Chicago avait enfin trouvé sa reine et sa princesse, mais il était sur le point de les perdre à nouveau. La guerre venait de commencer. L'aile des urgences du Rush University Medical Center avait été entièrement réquisitionnée. Des hommes lourdement armés en costumes sur mesure se tenaient à chaque cage d'ascenseur, escalier et sortie du 4e étage. Les patients civils avaient été discrètement et efficacement déplacés vers d'autres ailes, dédommagés par des enveloppes épaisses et anonymes d'argent liquide. Alexander Sterling ne demandait pas la permission. Il achetait la conformité. À l'intérieur de la salle de traumatologie 1, une symphonie de chaos contrôlé se déroulait. Le docteur Harrison Harris, chef du service de traumatologie et homme dont le style de vie somptueux était secrètement financé par le syndicat de Sterling, aboyait des ordres à son équipe. Injectez 2 mg de naloxone en intraveineuse. Elle est cyanosée. J'ai besoin d'un drain thoracique prêt. Son poumon droit semble diminuer.
Nous avons une pneumonie bilatérale sévère exacerbant une overdose d'opioïdes, cria le docteur Harris, ses mains volant au-dessus du corps inerte de Clara, alors qu'une infirmière découpait son pantalon de sous-vêtements pour établir une ligne fémorale. Alexander se tenait de l'autre côté de la vitre d'observation, son visage un masque de granit impénétrable. Il avait enlevé sa veste Tom Ford et l'avait enroulée autour de Mia, qui était assise sur une chaise en cuir de la salle d'attente, ses petites jambes pendant à quelques centimètres du sol. Elle tenait une tasse de chocolat chaud que Victor avait procuré, bien qu'elle n'en ait pas bu une seule gorgée. Ses grands yeux terrifiés étaient rivés sur son père. Alexander s'agenouilla devant elle, ignorant le sang qui tachait les genoux de son pantalon. Il tendit la main, passant doucement une mèche de cheveux sombres derrière son oreille. « Mia, dit-il, sa voix un grondement bas et apaisant, totalement dépourvu du tranchant mortel qu'il utilisait pour commander ses hommes. J'ai besoin que tu sois très courageuse pour moi maintenant. Peux-tu faire ça? » Mia hocha lentement la tête, sa lèvre inférieure tremblant. « Est-ce que maman va au paradis? » « Non, déclara Alexander avec une certitude absolue et terrifiante. « Je ne le permettrai pas, mais j'ai besoin que tu me dises exactement ce qui s'est passé avant que j'appelle. Tu as dit que ta maman avait bu un mauvais médicament parce qu'elle toussait. » Mia renifla, baissant les yeux sur la lourde pièce de loup en argent toujours serrée dans sa petite main. Elle toussait très fort depuis plusieurs jours, mais elle n'a pas pris le médicament elle-même. Alexander se figea. L'air dans le couloir sembla chuter de 10 degrés. Derrière lui, Victor, qui montait la garde à la porte, se raidit, sa main reposant instinctivement sur son arme rengainée. « Que veux-tu dire par elle ne l'a pas pris? » demanda Alexander, son ton tombant à un murmure dangereux. Mia leva les yeux, ses yeux gris ardoise, miroir parfait des siennes, remplis d'un traumatisme innocent. La porte était verrouillée, mais ils l'ont cassée. 2 hommes. Ils portaient des costumes comme tes amis. Elle pointa un petit doigt vers Victor, mais il sentait de la fumée. Maman m'a dit de me cacher dans le placard derrière les manteaux. Elle m'a dit de ne pas faire de bruit, même si j'avais peur. Alexander sentit une rage monstrueuse et glaciale se déchaîner dans sa poitrine. « As-tu vu ce qu'ils ont fait? »« J'ai regardé par la fente, » murmura Mia, une larme s'échappant enfin et éclaboussant son chocolat chaud. Maman a essayé de se battre. Elle en a frappé un avec une lampe. Mais le grand homme lui a attrapé les cheveux. Il lui a pincé le nez et a versé la bouteille orange dans sa bouche. Il lui a dit « Mia fit une pause, luttant pour se souvenir des mots exacts. Il lui a dit « Le patron dit que les affaires en suspens doivent être réglées. Tu aurais dû rester un fantôme, Sarah. » Puis ils sont partis. Maman a rampé jusqu'au lit et m'a dit de prendre la pièce. Puis elle s'est endormie. Le patron dit que les affaires en suspens doivent être réglées. Alexander se leva lentement. Ses articulations semblaient raides, son sang se transformant en azoté liquide. Clara n'avait pas fait une overdose accidentelle pour calmer une toux. C'était une tentative de meurtre, un coup monté pour ressembler à la fin tragique d'une femme désespérée et toxicomane vivant dans les bas-fonds de Pilsen. Et il connaissait son vrai nom, Sarah. Seules quelques personnes étaient au courant pour Monaco. Seules quelques personnes savaient qu'Alexander avait disparu pendant 2 semaines 5 ans plus tôt. Il l'avait gardé entièrement à l'écart de son monde. « Victor, » dit Alexander sans se retourner. « Patron, qui savait que Clara Jenkins était Sarah? Qui l'a contrôlée quand elle a été embauchée au domaine? » Victor ouvrit un petit carnet en cuir qu'il portait toujours. L'agence domestique a envoyé 3 candidates. L'approbation finale a été signée par Carmen. Carmen Rossi, le sous-chef d'Alexander, son mentor. L'homme qui avait pris Alexander sous son aile lorsque le père d'Alexander avait été abattu 2 décennies plus tôt. Carmen était de la famille. Carmen dirigeait les opérations quotidiennes pendant qu'Alexander gérait la façade corporative. Si Carmen l'avait reconnu lorsqu'elle a postulé pour le poste de femme de chambre, pourquoi ne l'avait-il pas dit à Alexander? Sauf si Carmen était la raison pour laquelle elle se cachait en premier lieu. Avant qu'Alexander ne puisse mesurer l'ampleur de cette trahison, les lourdes portes en verre de la salle de traumatologie s'ouvrirent en sifflant. Le docteur Harris sortit, abaissant son masque chirurgical. Sa blouse était tachée et son front était luisant de sueur. Alexander combla la distance en 2 enjambées. « Rapport. »« Elle est stable, Monsieur Sterling, » dit Harris en expirant longuement.
Mais c'était dangereusement proche. La naloxone a inversé la toxicité des opioïdes, mais le volume même d'oxycontin dans son système a provoqué une grave dépression respiratoire. Combiné à une pneumonie aiguë non traitée, 5 minutes de plus et elle aurait été en état de mort cérébrale. Quand se réveillera-t-elle? Elle lutte contre la sédation maintenant. Nous l'avons déplacée dans la suite de récupération VIP au bout du couloir, mais Alexander, elle est gravement sous-alimentée et son système immunitaire est compromis. Elle a besoin de repos. Elle se reposera, dit Alexander, ses yeux s'assombrissant en une tempête d'intentions violentes. Après qu'elle m'aura parlé, Victor, reste avec Mia. Donne-lui tout ce qu'elle veut. Si quelqu'un qui n'est pas le docteur Harris s'approche à moins de 15 mètres de cet enfant, abatte-le. Avec plaisir, grogna Victor. Alexander descendit le couloir stérile et éclairé au néon, ses pas lourds, résonnant comme le glas d'une cloche funèbre. Le syndicat allait saigner. Chicago allait brûler. Mais d'abord, il devait regarder dans les yeux la seule femme qui ait jamais possédé son âme. La suite de récupération VIP ressemblait plus à un penthouse de Ritz-Carlton qu'à une chambre d'hôpital. Elle comprenait des boiseries en acajou, un salon privé et une vue imprenable sur la ligne d'horizon de Chicago. Mais Alexander n'avait Dieu que pour la silhouette frêle allongée au centre du lit mécanique. Sarah, il ne pouvait plus la considérer comme Clara, semblait incroyablement petite au milieu des draps blancs. Les perfusions serpentant dans son bras meurtri semblaient trop dures, trop cliniques pour la femme vibrante qu'il se rappelait rire sous le soleil méditerranéen. Ses cheveux sombres étaient étalés sur l'oreiller, encadrant un visage pâle mais respirant régulièrement. Alexander tira une chaise au chevet du lit et s'assit. Pour la première fois en 5 ans, le capot de Chicago laissa tomber complètement sa garde. Il tendit la main, sa grande main calleuse enveloppant doucement ses doigts froids et fins. Il porta sa main à ses lèvres, déposant un baiser sur ses jointures, fermant les yeux alors qu'une vague de chagrin profond et de soulagement immense le submergeait. « Je suis désolé, » murmura-t-il dans la pièce silencieuse. « Je suis tellement désolé. » 1 heure passa dans un silence pesant. Puis, un léger tressaillement, une douce inspiration rauque. Les paupières de Sarah papillonnèrent. Elle gémit, un faible son d'inconfort, avant que ses yeux ne s'ouvrent lentement. Il leur fallut un moment pour faire le point, clignant des yeux contre l'éclairage doux et encastré de la suite. Quand son regard tomba enfin sur l'homme assis à côté d'elle, elle se figea. Le moniteur cardiaque près de son lit cymbala instantanément, le bip rythmique s'accélérant en un staccato paniqué. Elle essaya de retirer sa main, la terreur brillant dans ses yeux. « Mia », dit-elle d'une voix rauque et déchirée par le tube d'intubation qui avait été retiré quelques heures plus tôt. « Où est-ce mon bébé? »« Elle est en sécurité », dit immédiatement Alexander, sa prise sur sa main se resserrant juste assez pour l'empêcher de se retirer, mais assez douce pour ne pas la blesser. « Elle est juste devant la porte, Sarah. Victor la garde. Personne ne la touchera. » Au son de son vrai nom, Sarah cessa de se débattre. La lutte s'écoula d'elle, ne laissant qu'un épuisement profond. Des larmes montèrent à ses yeux, débordant sur ses joues pâles. « Tu sais, je sais qu'elle est ma fille, » dit Alexander, sa voix épaisse d'émotion. « Je sais qu'elle a 5 ans, et je sais que tu as vécu sous le nom de Clara Jenkins, nettoyant mes sols pendant 8 mois pour te cacher à la vue de tous. » Il se pencha plus près, ses yeux gris ardoise se fixant sur les siens. « Ce que je ne sais pas, Sarah, c'est pourquoi. Pourquoi as-tu disparu de Monaco? Pourquoi as-tu passé 5 ans à me fuir? » Sarah tourna la tête, incapable de soutenir son regard intense. « Je ne te fuyais pas, Alexander. Je fuyais pour toi, pour elle. Explique-moi, » ordonna doucement Alexander, bien qu'il y eût une pointe indéniable de désespoir dans son ton. « Mia m'a dit que 2 hommes ont fait irruption dans ton appartement. Ils t'ont fait avaler ces pilules de force. Ils ont dit, le patron dit que les affaires en suspens doivent être réglées. Qui t'a fait ça? » Sarah frissonna, fermant les yeux alors que le souvenir de l'attaque la submergeait. « Carmine, » murmura-t-elle. Le nom frappa Alexander comme un coup physique. L'entendre des lèvres de Victor comme une suspicion était une chose. L'entendre de Sarah comme une vérité absolue brisa les fondations de son monde entier. « Le matin où tu devais rentrer en Amérique, » commença Sarah, sa voix gagnant une fraction de force
alors que l'adrénaline du souvenir s'activait. Tu es descendu dans le hall pour organiser la voiture. Je faisais mes valises. J'allais venir avec toi, Alexander. J'étais prête à laisser toute ma vie derrière moi. Alexander se souvint, il lui avait acheté un billet de première classe. Il avait prévu de l'amener à Chicago pour la protéger, pour finalement l'épouser. On a frappé à la porte de la suite, continua Sarah, une larme glissant sur sa tempe. Je pensais que c'était le service d'étage, mais c'était un homme plus âgé, impeccablement habillé. Il avait 2 hommes avec lui. Il s'est présenté comme Carmine Rossi. Il connaissait mon nom complet. Il connaissait l'histoire de ma famille. Et puis, il a laissé tomber une enveloppe Kraft sur le lit. La mâchoire d'Alexander se serra si fort que ses dents lui firent mal. Qu'y avait-il dedans? Des photos, s'étrangla Sarah, un sanglot finissant par percer. Des photos de ce que fait ton syndicat. Des corps dans des coffres de voitures. Des hommes pendus à des crochets de boucher dans des entrepôts. Et des photos de toi, Alexander, couvert de sang. Il m'a dit exactement qui tu étais. Pas un PDG de la logistique. Le capot de Chicago. Sarah, je n'aurais jamais... Je sais, pleura-t-elle doucement, le regardant enfin. Je sais que tu ne me ferais pas de mal, mais Carmine a clairement dit que tu étais le danger. Il a dit que tu étais au milieu d'une guerre avec les Russes. Il a dit qu'une femme comme moi, une civile, une faiblesse, te ferait tuer. Il a dit que si tes ennemis découvraient mon existence, ils m'écorcheraient une vive pour t'atteindre. Elle fit une pause, prenant une respiration saccadée et douloureuse. Alexander attrapa une tasse d'eau avec une paille, la tenant doucement à ses lèvres. Elle but une gorgée et déglutit difficilement. « Il m'a donné un ultimatum, » murmura Sarah. « Prendre un sac contenant 200 000 $ et disparaître pour toujours. Si j'essayais de te contacter, il a dit qu'il me ferait tuer et qu'il te dirait que c'était les Russes. Il a dit que c'était le seul moyen de te garder en vie, Alexander. De te garder concentré. » « Alors tu as fui, dit Alexander, les pièces se mettant en place, une sensation de nausée lui rongeant les entrailles. « J'ai d'abord fui à Paris, hocha-t-elle la tête. Je n'ai pas pris son argent, je ne pouvais pas. C'était comme de l'argent sale. J'ai changé de nom, j'ai vécu dans des auberges et 1 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. » Alexander ferma les yeux, le poids immense des années perdues l'écrasant. Elle avait été seule, terrifiée, portant son enfant dans des villes étrangères, tout ça à cause de son propre sous-chef. Quand Mia est née, la paranoïa a empiré, expliqua Sarah. Je savais que Carmine avait des yeux partout. Nous avons déménagé de ville en ville. J'ai travaillé au noir. Mais il y a 1 an, je suis tombé malade. La pneumonie ne partait pas. Je ne pouvais pas me permettre un vrai médecin et j'étais terrifié à l'idée de donner mon vrai nom à un hôpital. Je savais que j'étais en train de mourir, Alexander. Elle le regarda, un feu maternel féroce brûlant soudain dans ses yeux ternes. Je devais m'assurer que Mia était en sécurité avant de mourir. Je savais que Carmine ne me laisserait pas m'approcher de toi, mais j'ai fait des recherches sur ton domaine. J'ai découvert qu'ils utilisaient une agence domestique d'élite. J'ai forgé une identité, Clara Jenkins. J'ai teint mes cheveux. Je me suis affamé pour paraître frêle. J'ai eu le poste. Tu es entré dans la gueule du loup, murmura Alexander avec admiration. J'ai amené Mia en ville. Je l'ai cachée dans cet appartement à Pilsen. Et j'ai pris les services à demeure, dit Sarah. Mon plan était d'attendre le bon moment pour t'isoler, te montrer la pièce du loup et te donner Mia. Et puis j'allais repartir pour que Carmine ne la tue pas, elle aussi. Mais il t'a trouvé, termina Alexander, sa voix devenant mortellement froide. Je me suis évanoui dans la buanderie hier, amie Sarah honteusement. Le médecin du domaine a insisté pour faire une prise de sang. J'ai paniqué et je me suis enfui. Je pense que ce médecin a comparé mon ADN ou mes empreintes digitales à une base de données. Carmine a dû signaler mes données biométriques il y a 5 ans. Ce matin, ces hommes ont défoncé ma porte. Ils ont dit que j'avais rompu l'accord. Ils m'ont versé ces pilules dans la gorge pour que ça ressemble à une overdose tragique d'une pauvre femme de chambre. Ils n'ont pas vu Mia. Elle était parfaitement silencieuse dans le placard. Alexander se leva. Le chagrin et l'admiration avaient disparu, remplacés entièrement par une immobilité prédatrice et impitoyable. Carmine Rossi lui avait volé 5 ans de sa vie. Il avait forcé la femme qu'Alexander aimait à vivre comme un animal traqué. Il avait presque rendu la fille d'Alexander orpheline.
Sarah, dit Alexander, la regardant, sa posture parfaitement droite, le capot pleinement réveillé. Tu n'as plus besoin de fuir. Tu n'as plus besoin de te cacher. Je vais faire entrer Mia ici et vous allez vous reposer toutes les deux. Alexander, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Sarah, sa voix tremblante, voyant l'obscurité meurtrière dans ses yeux dont Carmen l'avait prévenu. Alexander se pencha, déposant un baiser ferme et protecteur sur son front. Je vais faire exactement ce dont Carmine t'a prévenu, murmura Alexander, sa voix résonnant de la promesse d'une violence absolue. Je vais régler une affaire en suspens. La transition d'un père éploré et terrifié au capot impitoyable du syndicat de Chicago fut instantanée et absolue. Alexander Sterling sortit de la suite de récupération VIP du Rush University Medical Center, laissant son cœur derrière ses lourdes portes en chaîne. Il émergea dans le couloir en homme fait entièrement de glace et de violence. Il trouva Mia assise sur le canapé en cuir, profondément endormie, sa petite tête reposant sur la cuisse massive de Victor. Le colosse leva les yeux, son expression s'adoucissant une fraction de seconde avant de se durcir en une préparation militaire en voyant le regard de son patron. « Victor, dit Alexander, sa voix baissant d'une octave, pourtant le calme mortel d'un serpent à sonnettes enroulées. Appelle l'unité fantôme, tous les 12. Ils doivent être bouclés à l'étage. Pas de médecins, pas d'infirmières, pas d'agents fédéraux, pas de Dieu. Personne n'entre dans cette suite à moins de saigner du sang Sterling. C'est fait, patron, murmura Victor, glissant doucement un oreiller sous la tête de Mia en se levant. Où allons-nous? À la Willis Tower, la salle de conférence en haute altitude, répondit Alexander, ajustant les poignets de sa chemise ruinée et tachée de sang. Appelle Carmen. Dis-lui que la Bratva Volkov vient de frapper une de nos planques à Pilsen et a tué un civil. Dis-lui que je suis fou de rage et que j'ai besoin qu'il convoque le cercle restreint immédiatement pour planifier notre riposte. Le visage balafré de Victor se fendit d'un lent et terrifiant sourire. Il comprenait parfaitement. Il pensera que ces hommes ont réussi. Il pensera que vous réagissez exactement comme il l'avait prévu. Laisse-le faire, dit doucement Alexander. Laisse le vieil homme se sentir comme un roi pendant une dernière heure. 45 minutes plus tard, la Maybach blindée entra dans le parking souterrain de la Willis Tower. Alexander ne prit pas la peine de changer de vêtements. Le sang séché sur son pantalon et l'état froissé et souillé de sa tenue habituellement impeccable vendraient l'illusion d'un homme poussé au bord de la panique irrationnelle. L'ascenseur privé monta jusqu'au 103e étage, contournant le skydeck public, et s'ouvrit directement sur la salle de conférence exécutive de Sterling Logistics. La pièce était un monument à l'intimidation corporative. Des vitres du sol au plafond surplombaient de la grille scintillante et tentaculaire de Chicago. Une table massive taillée dans une seule plaque de noyer noir, et une insonorisation si épaisse qu'une bombe pourrait exploser à l'intérieur sans que les secrétaires du hall n'entendent rien. Carmen Rossi était déjà là, se servant une mesure de Macallan 25 ans d'une carafe en cristal. C'était un homme d'une soixantaine d'années, impeccablement vêtu d'un costume Brioni anthracite, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Il avait tout l'air d'un vice-président d'entreprise distingué, ne trahissant rien du sous-chef de la mafia, qui avait ordonné le meurtre d'une mère et d'un enfant quelques heures plus tôt. 4 autres capots étaient assis autour de la table, leurs visages sombres, attendant les ordres. « Alexander, » dit Carmen, sa voix dégoulinant d'une sollicitude paternelle parfaitement feinte, alors qu'Alexander entrait en trombe dans la pièce. Il s'avança, remarquant le sang sur les vêtements d'Alexander. « Victor m'a dit ce qui s'est passé. Une victime civile à Pilsen. Les Volkov deviennent d'imprudents. Nous devons les frapper en retour, fort et vite, avant qu'ils ne pensent que tu es devenu faible. » Alexander se dirigea vers le bout de la table. Il ne s'assit pas. Il posa ses 2 mains à plat sur le bois de noyer noir, se penchant en avant. Ses yeux gris ardoises se fixèrent sur Carmine. « Tu as raison, Carmine, » dit Alexander, sa voix étrangement calme, contrastant vivement avec son apparence débraillée. « Les affaires en suspens doivent être réglées. N'est-ce que pas ce que nous disons toujours? » La main de Carmen, tenant le verre de scotch en cristal, s'arrêta une microseconde avant qu'il ne prenne une lente gorgée. « Exactement. Nous ne pouvons pas laisser les Russes dicter les termes de cette guerre dans notre ville.
C'est drôle, songea Alexander, arpentant lentement la table, le lourd silence de la pièce insonorisée amplifiant le bruit sourd de ses chaussures. La civile qui est morte, c'était une femme de chambre de mon domaine, Clara Jenkins. Les quatre capots échangèrent des regards confus. Une femme de chambre? Pourquoi le patron convoquait-il un sommet d'urgence pour des dommages collatéraux impliquant une employée de maison? Carmen, cependant, sourit d'un air pincé. Une tragédie, Alexander, mais nous indemniserons sa famille. Nous devons nous concentrer sur Alexei Volkov. Elle n'avait pas de famille, continua Alexander, s'arrêtant directement derrière le fauteuil en cuir de Carmen. Du moins pas sur le papier, mais elle a laissé quelque chose derrière elle, une fillette de 5 ans. Alexander se pencha, sa bouche à quelques centimètres de l'oreille de Carmen. Une fillette de 5 ans aux yeux gris ardoise qui porte une pièce de Lou Moretti en argent dans sa poche. Le verre de cristal glissa des doigts de Carmen, se brisant contre le parquet. Le liquide ambré se répandit sur le bois poli comme du sang. La pièce éclata en un mouvement soudain et violent. Carmen se jeta sur le revolver à canon court rengainé dans sa veste, mais Alexander fut plus rapide. Avec une vitesse terrifiante, Alexander attrapa un lourd presse-papier en bronze sur la table et l'abattit brutalement sur le poignet de Carmen. Le craquement écœurant de l'os résonna dans la pièce, suivi du cri d'agonie de Carmen. Les quatre capots sautèrent de leur siège, cherchant leurs armes, mais les portes de la salle de conférence s'ouvrirent brusquement. Victor et 6 hommes lourdement armés inondèrent la pièce, leurs pistolets mitrailleurs à silencieux pointés carrément sur les capots. Les mains sur la table. Maintenant, rugit Victor. Les capots, réalisant le changement de pouvoir, levèrent lentement leurs mains vides et reculèrent. Carmen s'effondra dans son fauteuil, serrant son poignet brisé, son visage pâle et en sueur. La façade de grand-père avait complètement fondu, ne laissant que l'animal désespéré et acculé en dessous. « Tu fais une erreur, Alexander », siffla Carmen entre ses dents serrées, ses yeux balayant frénétiquement la pièce. « Tu ne comprends pas la situation dans son ensemble. Je t'ai protégé. J'ai protégé cette famille. » Alexander attrapa Carmine par le col de son coûteux costume Brioni et le tira de sa chaise, le projetant face contre la table en noyer noir. « Tu m'as protégé ?» rugit Alexander, le capot monstrueux complètement déchaîné. « Tu as menacé la femme que j'aimais. Tu l'as forcée à vivre comme un rat dans les bas-fonds de cette ville, portant mon enfant, terrifié par sa propre ombre. Et aujourd'hui, tu as envoyé 2 hommes pour lui faire avaler de force une dose mortelle d'Oxycontin pendant que ma fille se cachait dans un placard? Elle était une faiblesse, cracha Carmine, du sang giclant de sa lèvre là où elle heurta le bois. Les Volkov reniflaient déjà. S'ils avaient découvert que tu avais un cœur, ils l'auraient utilisé pour t'éventrer. Je lui ai donné de l'argent. Je lui ai donné une porte de sortie. C'est de sa faute si elle est revenue. Elle n'est pas revenue pour moi, espèce de merde, gronda Alexander, sortant son Sig Sauer personnalisé de son holster d'épaule et pressant le canon en acier froid contre l'arrière de la tête de Carmen. Elle est revenue parce qu'elle était mourante et elle voulait s'assurer que sa fille, ma fille, survivrait. Et au lieu de venir me voir, tu as essayé de les exécuter toutes les 2. Carmen laissa échapper un rire amer et humide. Vas-y, appuie sur la gâchette, mais tu es déjà mort, Alexander. Alexander fronça les sourcils, pressant l'arme plus fort contre le crâne de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu pensais vraiment que j'allais juste tuer la fille et espérer que tu ne le remarques pas? Ricana Carmine, tournant la tête, juste assez pour regarder Alexander dans les yeux. J'ai su au moment où ces données biométriques ont été signalées dans le système hier que mon temps était compté. J'ai passé un accord. Une terreur froide s'installa dans l'estomac d'Alexander. Avec qui? Alexei Volkov, sourit Carmine, un spectacle grotesque et sanglant. Je lui donne les routes maritimes du South Side et il me donne les hommes pour prendre ton trône. Ta petite unité fantôme à l'hôpital, ils sont bons, mais Alexei a envoyé 30 de ses tueurs de la Bratva au Rush University Medical Center il y a 10 minutes. Ils n'arrêteront pas tant que chaque pièce ne sera pas nettoyée. Tu as laissé ta petite famille complètement sans protection, Alexander. Le silence qui suivit fut absolu. Victor, dit doucement Alexander. Oui, patron. Laisse 2 hommes ici pour surveiller ces capots. S'ils bougent, tue-les. Toi et le reste des hommes, vous venez avec moi.
Et Carmine? Demanda Victor, son doigt se resserrant sur sa gâchette. Alexander baissa les yeux sur l'homme qui avait été un père pour lui, l'homme qui l'avait trahi de la manière la plus intime et impardonnable possible. Carmine voulait être le roi de Chicago, dit Alexander, reculant et rengainant son arme. Il se dirigea vers les fenêtres du sol au plafond surplombant la ville, à 103 étages dans les airs. Laissez-le voler. Victor n'hésita pas. Il attrapa le sous-chef hurlant et se débattant par le dos de son costume, le traîna jusqu'à la vitre renforcée et utilisa la crosse de son fusil pour briser la vitre. Le vent hurlant de Chicago fut immédiatement et violemment aspiré dans la pièce. D'un seul et puissant effort, Victor jeta Carmine Rossi dans l'abîme glacial. Alexander ne le regarda pas tomber. Il sprintait déjà vers l'ascenseur. « Fais venir les hélicos », aboya Alexander dans son téléphone, appelant son pilote d'aviation privée. « Retrouvez-nous sur le toit de la Willis. On vole vers Rush. Maintenant. » L'Augusta Westland et W-109 descendit sur le toit du Rush University Medical Center comme une lame tombante. Avant qu'il ne touche complètement le sol, Alexander Sterling était déjà en mouvement. La porte ouverte, les bottes frappant le béton, l'arme levée. Le toit était silencieux. Trop silencieux. Les portes en acier de la cage d'escalier avaient été pulvérisées, leurs charnières tordues, des marques de brûlure noire tachant les murs. « Bougez !» aboya Victor, menant l'équipe tactique à l'intérieur. Alexander suivit, son pouls battant la chamade. 30 soldats de la Bratva. La trahison de Carmine résonnait dans son esprit. S'ils l'avaient atteinte, ils firent interruption à l'étage de récupération VIP. C'était un massacre. Des portes criblées de balles pendaient à moitié ouvertes. Les lumières clignotaient au-dessus. Des corps russes jonchaient le couloir, leurs armes éparpillées sur des carreaux glissants de sang. « Patron, ici !» Alexander sprinta vers la voix de Victor. La salle de traumatologie 1 était barricadée de l'intérieur. Devant la porte gisaient 5 mercenaires morts, chacun abattu avec des tirs précis et mortels. À l'intérieur, appuyé contre le mur, se trouvait le capitaine de l'unité fantôme, pâle et saignant, son fusil encore fumant. « Ils sont passés par les montes-charges », râla le capitaine. « Mais mauvaise chambre. » Alexander se figea. « Où est-elle? »« La fille, elle savait, » dit faiblement le capitaine, montrant le bout du couloir. « Elle a dit que sa mère lui avait dit de se cacher là où les méchants ne regardent pas. » Alexander n'attendit pas. Il courut. La porte du placard à fourniture s'ouvrit sous sa main. L'obscurité engloutit le petit espace, l'air piquant d'eau de Javel. Le faisceau de sa lampe de poche coupa les ombres. Là, Sarah était recroquevillée dans le coin, les perfusions arrachées de ses bras, sa blouse d'hôpital tachée de sang. Elle tremblait, mais ses bras étaient verrouillés protecteurs autour de Mia. La petite fille le regarda, les yeux écarquillés mais sans pleurer. Dans sa petite main, elle tenait la pièce de loup en argent, pointée vers l'avant comme un bouclier. Alexander laissa tout tomber, armes, lumière, fierté, et tomba à genoux. Mia, le loup, est revenu, enfouissant son visage dans l'épaule de Sarah. Sarah leva les yeux, la peur s'estompant alors que la reconnaissance la remplaçait. « Sont-ils partis? » demanda-t-elle d'une voix rauque. « Ils sont partis, » dit Alexander, les attirant tous les deux dans ses bras. « Tous! Vous êtes en sécurité maintenant. Je jure que vous n'aurez plus jamais à vous cacher. » Un an plus tard, la lumière du soleil se déversait sur un balcon à Monaco, la Méditerranée scintillant à l'infini en contrebas. Alexander se tenait à la balustrade, vêtu de lin blanc, le poids de son ancienne vie n'étant plus visible dans sa posture. Il n'avait pas abandonné son empire. Il l'avait transformé. La violence avait disparu, remplacée par la légitimité. Le passé était enterré. Des bras s'enroulèrent autour de lui par derrière. « Tu penses encore ?» murmura Sarah. Il se tourna, souriant, et l'embrassa. Elle était entière maintenant, plus la femme brisée de cet hôpital. « Regardez !» La voix de Mia retentit. Ils rirent alors qu'elle courait vers eux, tenant un coquillage. Sa joie était vive et sans filtre. Alexander s'agenouilla à côté d'elle, son expression douce. Autour de son cou, le médaillon de loup en argent brillait au soleil. Ce n'était plus un symbole de peur. Maintenant, c'était tout autre chose, une promesse. Le loup avait trouvé sa famille, et cette fois, il ne la perdrait plus jamais.
Cette histoire explore en profondeur les thèmes du sacrifice, de la nature inéluctable du passé et des efforts terrifiants qu'un parent est prêt à faire pour protéger son enfant. Le choix désespéré de Sarah de se cacher à la vue de tous met en évidence l'isolement extrême né de la peur, tandis que la transformation rapide d'Alexander, d'un patron d'entreprise froid et détaché à un père farouchement protecteur, illustre le pouvoir profond de l'amour soudain et inconditionnel. Le récit nous rappelle que la vraie force ne se trouve pas dans l'accumulation impitoyable de pouvoir, mais dans la vulnérabilité requise pour aimer et défendre une famille. Il explore comment les secrets, même ceux gardés avec les meilleures intentions, peuvent construire une prison. Finalement, c'est un témoignage de l'idée que la lumière peut être trouvée même dans les coins les plus sombres et les plus dangereux du monde, tant qu'il y a une volonté de se battre pour les personnes qui ancrent notre humanité.